I started my professional activity as a neurologist trying to bring relief to my neurotic patients. I discovered some important new facts about the unconscious. Out of these findings grew a new science, psychoanalysis. I had to pay heavily for this bit of good luck. Resistance was strong and unrelenting. In the end, I succeeded, but the struggle is not yet over. My name is Sigmund Freud. Pendant un demi-siècle, Sigmund Freud vécut à Vienne dans une rue tranquille, au 19 de la Bergasse. Dans cette maison, il pratiqua la psychanalyse et rédigea son œuvre. Explorateur des profondeurs de l'inconscient et initiateur d'une des grandes aventures intellectuelles du XXe siècle, il voulut toute sa vie éclairer le côté nocturne de l'âme. Son divan fut un lieu d'investigation, un laboratoire où il reçut de ses malades son expérience et son savoir clinique. Il brisa les tabous liés à la sexualité et permit aux femmes de s'émanciper. Après avoir construit l'essentiel de ses théories, il décida de réunir chez lui un groupe d'hommes, médecins, historiens, écrivains, pour former la première association freudienne, la Société psychologique du mercredi. La première séance a lieu en octobre 1902, à 9 heures précises. Le rituel s'installe, café, cigares, petits gâteaux. Véritable banquet socratique, immergé dans l'esprit viennois du début du siècle, la Société du mercredi fut un laboratoire d'idées nouvelles. Ceux qu'on appelait les hommes du mercredi se réunirent autour d'un maître autoritaire qui éveillait leur conscience. Ils voulaient changer le monde à l'aide d'une doctrine, la psychanalyse. Ils parlaient de philosophie, de littérature, de mythologies anciennes et surtout de maladies psychiques et mentales, avec au cœur de cette histoire les hystériques. À l'hospice de la Salpêtrière, ancien arsenal construit sous Louis XIV, les folles sont isolées dans le quartier spécial des incurables et enchaînées. On les abandonne ainsi à demi nus, au milieu de leurs immondices. À travers les barreaux d'une grille, on leur distribue une nourriture faite de soupe froide et de déchets. Les hystériques soignent leurs compagnes en simulant à merveille leur maladie. Elles sont possédées par la manie de mettre en scène la souffrance des autres. Elles ont le génie du rire, des tragédies et du sanglot. Elles enseignent la folie du monde, la misère du peuple. Freud arrive à Paris un matin d'octobre 1885. Il vient en France pour découvrir sa véritable vocation. Le futur inventeur de la psychanalyse est un jeune médecin juif âgé de 29 ans, amoureux de sa fiancée Martha, à laquelle il envoie un volumineux courrier. J'ai maintenant une impression complète de Paris, et je pourrais devenir très poétique en comparant la ville à un énorme sphinx, prêt à dévorer tous les étrangers qui ne résolvent pas son énigme. Ce Paris est un rêve inextricable. Je me réjouirais fort de me réveiller. Freud vient à Paris pour suivre les leçons cliniques de Jean-Martin Charcot, le plus grand neurologue de l'époque. Né en 1825, dans une famille modeste,
Il exerce ses talents à l'hospice de la Salpêtrière. On le surnomme le Napoléon des hystériques. Lorsque Charcot est nommé à la Salpêtrière, il est nommé dans un hôpital qui est en fait un immense hospice pour les femmes. Il y a près de 5 à 6 000 femmes qui sont enfermées à la Salpêtrière. Et pour lui, ça sera une espèce de matériau d'expérience à partir duquel il prétendra, avec un esprit de méthode et de classification extraordinaire, faire une typologie, une symptomatologie de toutes ces affections mystérieuses qui frappent l'être humain lorsque sa raison vacille. Connue depuis l'Antiquité, l'hystérie apparaît aux yeux des savants de la fin du siècle comme une maladie de l'utérus qui saisit le corps des femmes. Pour comprendre la nature des convulsions, les médecins plongent les patientes dans un état de somnambulisme ou de sommeil éveillé que l'on appelle hypnose. Rapprochez, ma sœur, rapprochez. Voilà. La méthode de Charcot sera popularisée par ce fameux tableau de Brouillet, la leçon clinique de Charcot, les fameux mardis de Charcot à la Salpêtrière, où assistait toute la bonne société libérale et républicaine de Paris. Toute cette époque, 1860-1880, plonge dans la névrose hystérique. Emma Bovary est un magnifique cas de petite hystérie ou de petite hystérique. Baudelaire lui-même, dans son journal, parlera de la nécessité pour lui, poète, de cultiver jusqu'à la jouissance et la terreur son hystérie. Charcot endort les femmes de la Salpêtrière et fait disparaître provisoirement paralysie et contracture. Il utilise l'hypnotisme pour démontrer que l'hystérie est une névrose fonctionnelle sans lien avec l'utérus. Aussi refuse-t-il de parler publiquement des causes génitales. Fasciné par le théâtre de l'hystérie, Freud remarque que la relation entre le médecin et ses patientes ressemble à une histoire d'amour. Il est ébloui par les leçons de Charcot. Martha, ma chérie, je vais te raconter en détail ce qui agit sur moi. Charcot, qui est l'un des plus grands médecins et dont la raison confine au génie, est tout simplement en train de démolir mes conceptions. Aucun autre homme n'a jamais eu autant d'influence sur moi. À partir de Charcot, Freud invente un lien nouveau entre hystérie et sexualité. L'hystérie, telle est la maladie dont Freud s'empare à l'orée du siècle pour avertir les hommes de leurs blessures originelles. La psychanalyse est une manière particulière de raconter l'angoisse, l'oubli, le souvenir, le temps, le déchirement. À la Salpêtrière, le sexe des femmes parle à l'aide de convulsions. Aucune expérience de laboratoire ne saurait en venir à bout. Avec l'invention de la psychanalyse, les cris et les mouvements de la chair seront entendus, verbalisés. Ils deviendront un langage. J'ai détruit tout ce que j'ai noté depuis 14 ans, mes lettres, notes scientifiques et manuscrits de mes travaux. Tous mes sentiments et idées sur le monde ont été jugés indignes de subsister. Il faut recommencer à les penser. Quant à mes biographes, qu'ils se torturent donc. Chacun pourra avoir son idée sur l'évolution du héros. Tous auront raison.
Je me réjouis déjà de leurs erreurs. Freud est d'abord un homme sombre, compliqué, ambitieux, d'une intelligence extraordinaire et qui a un très grand désir d'être un grand homme. Dès le début, il a envie de faire des grandes découvertes. Je crois que ça n'est pas pour rien qu'il s'est comparé lui-même à un aventurier, à Christophe Colomb, et qu'il adorait les conquérants, Hannibal et Napoléon notamment, c'est-à-dire des conquérants militaires. Freud est habité par un grand désir, non pas de réussir au sens de faire des affaires. Après tout, il vient d'un milieu de la bourgeoisie juive, commerçante, c'est pas du tout ça. Il rêve d'être un homme de science, il rêve d'être un savant et de changer le monde. Premier-né du troisième mariage de son père, Freud fut adoré par sa jeune mère. Cet amour lui donna le courage d'affronter l'adversité avec une incroyable assurance. L'université où j'entrai en 1873 m'apporta d'abord quelques déceptions sensibles. Je devais m'y sentir inférieur et exclu de la nationalité des autres parce que j'étais juif. La première de ces prétentions qu'on voulut m'imposer, je ne m'y soumis résolument pas. À l'Institut de physiologie de Vienne, Freud fait la connaissance de Joseph Breuer, un médecin juif spécialiste des maladies nerveuses, qui sera pour lui une figure paternelle. And one day, Breuer told him about this great case, NO, that had happened much earlier in 1880-82, and Freud kept saying, tell me more, tell me more, tell me more. And it turned out to be an intelligent young woman who had very severe, what later came to be called hysterical problems. She forgot her own language. She refused to drink water out of her cup. She had paralyses, which were hysterical paralyses, and all of this was very odd. Anna O, de son vrai nom Bertha Pappenheim, est une jeune fille de la bourgeoisie viennoise. Elle a 20 ans quand surviennent ses premiers troubles. Condamnées à devenir des épouses rigides à l'image de leur mère, ces jeunes femmes de la bonne société viennoise aspirent secrètement à une autre vie. Mais personne ne les écoute. Incapables de faire face à leur destin, elles tombent malades. L'hystérie est le langage de ce désir échoué au seuil de la raison. Breuer, in a way working with his patient also, developed what came to be called the talking cure. That is, he would hypnotize her very gently and then ask her to talk, to remember this, to remember that. And then she would remember and she would talk about it. And this would in some way help the symptom to disappear, which greatly amazed Breuer, who worked with her for 2 years. And out of this came then the kind of first, if you wish, she was perhaps the first psychoanalytic patient in the world, or proto-psychoanalytic patient in the world. And Freud pushed this further than Breuer ever did. And this, of course, then becomes the ground for his own independent theory about sexuality and so on. Ils décident de publier leur grand livre inaugural, s'appelle Les études sur l'hystérie, qui sont composées de plusieurs histoires de cas, dont celui d'Anna O. Mais pourquoi est-ce que Freud et Breuer ont publié ce livre? C'est compliqué, parce que c'est pas un livre mensonger. C'est pas un livre qui raconte qu'on guérit les hystériques alors qu'on les guérit pas. C'est un livre qui montre comment on les soigne. Et qui montre en tout cas que les résultats obtenus par ce qu'on appelait la méthode cathartique, c'était pas encore la psychanalyse, mais enfin c'était déjà la cure par la parole. Ça, c'est l'invention progressive de la psychanalyse, qu'au moins on fait quelque chose avec ces femmes, qu'on les écoute. C'est ça la leçon des études sur l'hystérie. Bertha Pappenheim ne sera pas guérie, mais elle s'engagera dans une vie militante au service du sionisme et de la cause des femmes.
Dans l'imagination des voyageurs, la ville de Vienne évoque les cafés baroques, les pâtisseries élégantes. Impériale et cosmopolite, elle accueille les styles les plus divers. Freud avait une aversion profonde pour Vienne. Il n'y voyait qu'hostilité à sa doctrine. Il ne sut pas comprendre que se produisait sous ses yeux une effervescence culturelle qui le façonnait à son insu, une manière neuve de penser la subjectivité, que résume à merveille cette phrase de l'écrivain Hugo von Hofmannsthal: « Nous ne possédons pas notre moi, il souffle sur nous de l'extérieur, nous fuit pour longtemps et nous revient dans un soupir. » En automne 1886, je m'installais comme médecin à Vienne et épousais la jeune fille qui m'avait attendu pendant plus de 4 ans dans une ville lointaine. Lorsque Freud ouvre son cabinet privé, il soigne surtout des femmes de la bourgeoisie viennoise atteintes de névrose, maladie des nerfs, neurasthénie, hystérie. C'est en 1889 qu'une patiente, Fanny Moser, ordonne à Freud de s'écarter d'elle et de ne plus bouger. « Ne me parlez pas, dit-elle, ne me touchez pas, écoutez-moi. » J'abandonnai donc l'hypnose et ne retins d'elle que la position couchée du patient sur un lit de repos, derrière lequel j'étais assis, de sorte que je le voyais, mais sans être vu de lui. Il invente le divan. Il se retire pour que la parole, pour que ce soit la parole qui devienne l'acte thérapeutique elle-même. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de magnétisme, il n'y a plus d'hypnose, il n'y a plus de regard, il n'y a plus que la parole. C'est beaucoup plus intéressant que d'aller chercher dans l'inconscient endormi. Et donc les patients prennent l'habitude de raconter leurs souvenirs d'enfance, leurs fantasmes, etc. Passionné par ces découvertes, Freud laisse le sujet parler librement. En écoutant cette parole chaotique, il assigne à la sexualité une place fondamentale. Elle détermine la vie psychique. La névrose n'est pas une maladie insolite, mais la conséquence, partagée par beaucoup, de conflits infantiles non résolus. Cette compréhension des névroses a lieu au moment où Freud rencontre un médecin berlinois, Wilhelm Fliess, qui devient son indispensable ami. Fliess had very strange theories. He was a specialist, ear, nose, and throat specialist, and he believed that the role of the nose, or catarrh of the nose or something, would be some crucial influence on sexuality and help in the prognosis as well as diagnosis. Freud went along with this and exchanged ideas with him. Et Freud va avoir un amour fou pour cet homme, qui est un peu son alter ego pendant des années, avec lequel il correspond. On a appelé ça la naissance de la psychanalyse, parce qu'à travers toutes ces lettres, c'est l'époque où il élabore toutes ces théories, la bisexualité, la théorie de la séduction, sa première théorie de l'appareil psychique. Toutes les nuits, entre 11h et 2h, je n'ai fait qu'imaginer, transposer, deviner, pour ne m'interrompre que lorsque je me bouillonne et fermente en moi, et je ne fais qu'attendre de nouvelles poussées. Nous n'échouerons pas, mon cher Wilhelm. Au lieu du passage que nous cherchons, nous découvrirons peut-être des océans, dont nos successeurs... C'est à ton intention, cher ami, que je relate tous ces faits. On sait généralement que la neurasthénie est fréquemment due à une sexualité anormale, mais ce que je soutiens, c'est que la neurasthénie n'est qu'une névrose sexuelle. Wilhelm Fliess vit à Berlin. Freud et lui se retrouvent régulièrement pour de longues discussions auxquelles ils donnent le nom de congrès. Ils échangent leurs idées, mais aussi leurs malades. À travers cette relation passionnelle, Freud tâtonne et adopte toutes sortes de théories extravagantes. C'est en se trompant, puis en rectifiant ses erreurs, qu'il construit ses principales hypothèses. T'ai-je déjà révélé, oralement ou par écrit, le grand secret clinique? Je suis encore tous en dessus-dessous, à peu près certain d'avoir résolu le problème de l'hystérie et de la névrose obsessionnelle, en trouvant la formule du choc sexuel et de la volupté sexuelle infantile. Quand par exemple il élabore sa théorie de la séduction, c'est-à-dire quand il pense que à l'origine de toute névrose, il y a un traumatisme réel. Ça veut dire les enfants ont subi des traumatismes sexuels réels dans leur enfance. Que fait Freud? Il ne se contente pas d'être un homme de laboratoire qui va faire des recherches comme sur des grenouilles. Il se dit, mais ça a pu m'arriver à moi. Donc,
Freud va être habité par une interrogation sur lui-même. Je crois que c'est ça, la grande force de la psychanalyse et de Freud, c'est que au lieu de considérer le malade et le patient comme un objet à étudier de l'extérieur, il passe d'abord par une analyse de lui-même pour savoir s'il n'a pas vécu lui-même la même chose. Les savants de la fin du siècle attribuent une grande importance à la sexualité. Freud pense d'abord que toute névrose a pour origine une séduction réelle vécue dans l'enfance, viol ou attouchement. Puis il renonce à cette hypothèse d'une corruption naturelle de la société. Les abus et les violences existent dans les familles, mais la séduction ne rend pas compte de l'imaginaire sexuel propre à chaque sujet. Freud invente alors la théorie du fantasme. Et si on veut vraiment comprendre ce qui se passe dans l'inconscient et ce qu'est le trouble psychique, eh bien, l'hystérique est habitée par des réminiscences, des fantasmes. Et c'est elle-même qui invente des séductions qui n'ont pas eu lieu. Donc on souffre de choses qui viennent de soi-même. Et là, la perspective est complètement changée, c'est-à-dire que là c'est la psychanalyse. C'est la psychanalyse et on sort complètement de toutes les théories de l'époque. C'est-à-dire, eh bien, le sujet va s'interroger sur lui-même. Donc on n'a même plus besoin de l'endormir, on n'a pas besoin de découvrir un autre que lui qui l'habiterait, il est habité lui-même par cet autre, etc. Et ça, c'est la révolution freudienne. He's a great, wonderful contradiction. He's a revolutionary who's a bourgeois. It's a wonderful kind of, and the man who thought up the things he did, infantile sexuality, homosexuality is not a crime, it's not a sin, it's not a disease, all these things he said, which were presumably, you know, terrible things to say. At the same time, he's a perfect bourgeois. That's one of the things that makes him so interesting. Freud en famille, entouré de sa femme Martha, épouse exemplaire, et de sa belle-sœur Mina, sa confidente, Freud mène une vie de patriarche autoritaire. Il consacre son temps à ses recherches, à ses patients, à ses disciples. Ses 3 fils reçoivent une éducation libérale, tandis que ses 3 filles sont élevées selon un modèle plus traditionnel. Chaque été, Freud loue une maison sur les hauteurs de Vienne. Il y passe ses vacances en famille et se détend en inventant des jeux pour ses enfants et ses petits-enfants, comme en témoignent ces images voilées tournées par un proche. He does not, at least as far as I know, have mistresses. He does not take advantage of his female patients, although, in fact, he begins to understand, and in one of his papers on technique, he writes about this very well, that he talks only about female patients falling in love with a psychoanalyst, and he points out that the analyst should not be proud of that, because the patient is not really falling in love with him, but with someone else for whom the analyst is only a kind of stand-in, a substitute. And the thing to do is not to have an affair, but to analyze what's going on. And he uses very nice, cool, you know, technical language like positive transference in order to show that there's no reason to regard yourself as handsome and irresistible when you're only being, you know, as I said, a substitute for someone in real life. And that the situation on the couch and behind the couches the analyst sits is not what might be called real. It's real enough, but it's not like the outside world. Freud invente de nouveaux concepts. Il appelle libido l'énergie sexuelle et refoulement le processus par lequel est rejeté dans l'inconscient un événement que l'on cherche à oublier, à méconnaître et dont on ne veut rien savoir. Dans l'inconscient, rien ne finit, rien ne passe, rien n'est oublié. Hier, nous avons enterré mon vieux père, mort dans la nuit du 23. Jusqu'à la fin, il s'est montré l'homme remarquable qu'il a toujours été. La mort de son père l'incite à se livrer à un intense travail de fouille dans son passé. C'est le début de son auto-analyse.
Curieux d'antiquité et de culture lointaine, Freud collectionne les objets. Cette passion archéologique l'entraîne au cœur des anciennes civilisations et lui révèle que le destin de chaque homme est lié à celui de l'universalité humaine. Entouré de ses statuettes, ses multiples figurines, romaines, chinoises, grecques, égyptiennes, il analyse les rêves de ses patients et les siens. Il les interprète comme on déchiffre une langue inconnue. L'interprétation des rêves. Dans ce livre magistral qui ouvre le XXe siècle, Freud voyage au-delà de la conscience et du sommeil. Loin d'être une prédiction magique, le rêve, au sens freudien, est l'accomplissement d'un désir inconscient ou refoulé. Dans les rêves, d'étranges personnages se mêlent souvent à un bestiaire à la fois fantastique et familier. Des chiens ressemblent à des loups, des chevaux à des licornes, des femmes prennent des allures de fleurs. Le rêve est ainsi la voie royale qui mène vers l'inconscient, vers la connaissance d'un au-delà de la conscience, intérieur au sujet lui-même. This is one way in which you can get at the secrets of the mind, a way that would touch everyone. Now the book is pretty technical, although it's extremely well written and really amusing and even full of suspense, as he gives you examples of dreams and then interprets them in front of you and tells you about the mechanisms, except for the last chapter, the famous 7th chapter, which is the theoretical chapter, which is harder to read. The rest, any adult could read with profit and with very little difficulty. Now, I think the crucial point is that Freud is saying, I am on the trail of a general psychology which would work not for neurotics alone, but for everyone. De l'autre côté du visible, Freud trace les figures infinies de l'inconscient avec des mots qui dévoilent les mystères communs à tous les hommes. Rêve, acte manqué, lapsus, oubli, tout a une signification. Qui parle en moi? Telle est la question posée par Freud à l'orée du siècle. Le livre sur les rêves marque une nouvelle étape dans la vie de Freud et le début des soirées du mercredi. Brouillé avec son ami berlinois Wilhelm Fliess à cause d'une sombre histoire de vol d'idées, Freud a besoin de transmettre son savoir. Autour de la longue table ovale, les hommes du mercredi sont de plus en plus nombreux. Comme le monde dans lequel ils vivent, ils sont déchirés par des conflits. Le désir qui les pousse à comprendre leurs semblables est d'emblée une interrogation sur eux-mêmes, sur leur enfance, leurs parents, leur identité. Presque tous sont juifs. Étrange situation que celle de Vienne au début du siècle. Le déclin de l'Empire austro-hongrois fit de cette ville paradoxale le creuset d'une culture centrée sur le refus de l'avenir, la fascination pour la mort, l'amour de l'atemporalité. Les fils de la bourgeoisie rejetèrent les illusions de leur père. Peintres, musiciens, écrivains et savants refusèrent la notion même de progrès. Parmi ces intellectuels, nombre d'entre eux étaient juifs. Face à l'antisémitisme, ils s'interrogèrent sur leur judéité, c'est-à-dire sur la manière de continuer à se penser juif dans un monde sans Dieu et sans religion. L'un d'entre eux, Karl Kraus, est célèbre pour la férocité de sa plume. Critique littéraire et politique, il fonde un journal, Die Fackel, le flambeau, dans lequel il dénonce la corruption et les idées progressistes. Il devient un redoutable adversaire de la psychanalyse. Un de ses aphorismes est resté célèbre. La psychanalyse invente les maladies qu'elle prétend guérir. Il est aussi un adversaire du mouvement féministe naissant. L'idée dominait que si les femmes sortaient du modèle de la famille patriarcale, la société entière risquait d'être anéantie par un virus de féminisation et d'abaissement des valeurs viriles. Rien ne ressemblait plus à cette image et à cette peur de la déchéance
que le long règne de l'empereur François-Joseph. Sombrant progressivement, il paraissait accablé sous le poids d'une féodalité d'un autre âge. La fin d'un monde accompagne la naissance d'une esthétique nouvelle. Avec d'autres créateurs, Gustav Klimt lance le mouvement de la sécession. C'est le début d'une modernité de l'art autrichien. Sans connaître la psychanalyse, Klimt témoigne dans son œuvre d'une même approche de la réalité. Il célèbre les rêves d'angoisse, de sexe et de mort que Freud découvre chez ses patients. En 1905, Freud publie ses 3 essais sur la théorie sexuelle. Le livre fait scandale parce que Freud attribue aux enfants et aux adultes dits normaux des fantasmes sexuels ou des comportements jugés pathologiques. Masturbation, sodomie, fétichisme, désir d'inceste. Il élabore son plus fameux complexe en s'inspirant de la tragédie de Sophocle, dans laquelle le roi de Thèbes, Oedipe, marqué par la malédiction des dieux, tue son père et épouse sa propre mère sans le savoir. À partir de cette histoire, Freud donne le nom de complexe d'Oedipe à une représentation inconsciente où s'exprime le désir de l'enfant pour le parent du sexe opposé et son hostilité pour le parent du même sexe. Ce complexe est une étape dans le développement de l'enfant. Il apparaît entre 3 et 5 ans. Selon Freud, tous les enfants traversent cette situation oedipienne pour ensuite la surmonter. Freud reprend tous les termes qui existaient avant lui, sexualité, inconscient, transfert psychodynamique, mais il leur donne un sens tout à fait nouveau, en accentuant, et c'est pour ça qu'il y a eu une telle opposition à la psychanalyse, en accentuant l'idée que l'homme, le sujet, est déterminé par des forces qui lui échappent. Et ça, c'était quelque chose de tout à fait insupportable, parce que c'était une perte de la maîtrise, qui existe beaucoup moins dans les autres psychothérapies. Alors, ce qu'on peut dire en même temps, c'est que s'il a été capable de faire ce travail, c'est-à-dire de mettre à jour ses forces inconscientes, c'est parce que la philosophie occidentale était arrivée à un point de réflexion sur le sujet conscient et sur la conscience très poussé. Il est probable que la psychanalyse n'aurait pas pu naître avant qu'il y ait eu une philosophie de la conscience. Parce que pour se rendre compte qu'on a un inconscient, il faut encore en être conscient. Au moment où Freud effectue ses découvertes, les médecins et les psychiatres allemands, autrichiens ou français classent les maladies mentales de façon sophistiquée en oubliant la souffrance des malades. On leur prescrit des traitements corporels, bains, massages, électrothérapie, hydrothérapie, sans croire vraiment à leur efficacité. Und der Mann? La psychanalyse conteste ce nihilisme thérapeutique en proposant d'écouter la parole du patient et en réinventant l'idée d'une possible guérison. Les soirées du mercredi existent depuis 5 ans. On y parle toujours de l'hystérie, de la cure psychanalytique, du refoulement, du transfert. Les hommes du mercredi forment un cénacle autour du père fondateur. Ils sont sa horde sauvage. Ils admirent Freud qui se montre souvent autoritaire et intransigeant. Tous sont frappés par son regard, sa lucidité, son pessimisme, sa fascination pour la mort et le sexe. Ils se nourrissent de son enseignement et de son génie clinique. 1907 est une année importante. Elle marque la rencontre de Freud avec Carl Gustav Jung, 1 an après leur premier échange de lettres. 50 ans après, Jung se souvient. Oh, well, I just paid a visit to him in Vienna, and then we talked for 13 hours without interruption. 13 hours For 13 hours without interruption.
we didn't realize that we were almost dead at the end of it, but it was tremendously interesting. Jung is an ideal figure for him. I've said this in my book very simply. He was not Austrian, he was not old, and he was not Jewish. It was perfect. Because Freud was worrying about the fact that this psychoanalysis might become a kind of parochial enterprise, because the people sitting around the table smoking cigars were all Jewish until a little bit later. He did not like this because he didn't think that psychoanalysis was applied to Jews or could only be practiced by Jews and so on, but he thought it was a human, all human thing. Jung was a very interesting psychiatrist who had done interesting experimental work on association of ideas and so on. Située près de Zurich, la clinique psychiatrique du Bürgosli est à la pointe de la recherche dans le domaine du traitement de la folie. C'est là que Jung fait ses années d'apprentissage. Pour Freud, c'est la terre promise, parce qu'il apprend par Carl Gustav Jung, qui est donc l'assistant de Bleuler dans cette clinique, qu'on est en train, au fond, d'expérimenter la méthode des associations libres. C'est ça qu'on expérimente. On fait parler les malades, les patients psychotiques, par des associations qu'on dit automatiques. Et on découvre au fond un univers de langage. On essaye de donner un sens à cette folie particulière que Bleuler va appeler en 1906 la schizophrénie. Une forme de folie qui intervient très jeune, sur des sujets très jeunes qui tombent dans un état de repli sur eux-mêmes, de délire, d'hallucination, de violence pulsionnelle, etc. Donc des grands fous. Et ce grand médecin qui est Bleuler, dans cette clinique du Bürgosli, se passionne pour les méthodes freudiennes, parce que ça ouvre des nouveaux horizons, comprendre l'univers mental du malade. Élève de Bleuler, Jung restera 9 ans dans cette clinique. Jung and Freud came to know each other. They wrote steadily, and we have their correspondence, fortunately. And for 3 or 4 years, it all looked very rosy and very, very good until Jung decided, and I would say Jung decided to go a different way and move into Oriental mysticism, religion, and all kinds of other things which Freud simply despised, right? Doté d'une puissante intelligence, Jung est habité par un monde intérieur fait d'introspection, de quête de soi, de goût pour l'occultisme et les religions orientales. Pendant 7 ans, il s'enthousiasme pour l'aspect spirituel de l'aventure psychanalytique. En 1913, il s'en écartera. En fait, Jung n'a jamais adhéré à la doctrine de Freud. Il s'intéresse aux archétypes, c'est-à-dire à des représentations symboliques du subconscient. Elles constituent à ses yeux un inconscient collectif. What sort of man was Freud? Well, he was a complicated nature, you know. I liked him very much, but I soon discovered that when he had thought something, then it was settled, while I was doubting all along the line. And it was impossible to discuss something really a fond. You know, he had no philosophical education, particularly, I was studying Kant, and I was steeped in it, and that was far from Freud. So, from the very beginning, there was a discrepancy. Jung does not want to, after 4 or 5 years of very close relationship, to be known as the son or the crown prince or the Dauphin or whatever. He wants to be on his own, and one way to be on his own is to disagree and to write rather brutal letters, by the way. I may be partisan, but in this correspondence, Jung does not look very good at all. And but anyway, he is important, again, as another stepping stone in psychoanalysis, in partly helping it to become international. Au cœur de l'Empire austro-hongrois, Budapest est la 2e ville de l'histoire à s'ouvrir au freudisme.
le milieu littéraire et artistique manifeste un intérêt immédiat pour les phénomènes de l'inconscient. Parmi ces intellectuels, un psychiatre, Sándor Ferenczi, rencontre Freud en 1907. Il deviendra le plus grand psychanalyste du mouvement freudien. Alors qu'est-ce qui se passe avec Ferenczi? Il est là à Budapest, il forme autour de lui des psychanalystes et puis il se fait analyser par Freud. Il a des symptômes psychosomatiques et puis il a des problèmes, c'est que il est amoureux d'une femme qui est donc sa maîtresse, qu'il veut épouser. Et il l'a en analyse, parce qu'à l'époque, on prenait tout le monde en analyse. On ne savait pas encore qu'il fallait des règles. Les règles viendront en 1920, après que Freud ait analysé sa propre fille. Mais avant la Première Guerre mondiale, on analyse tout le monde. Tout le monde s'analyse entre soi. Et Ferenczi tombe amoureux, prend en analyse la fille de sa femme, enfin de sa future femme, de sa maîtresse, et il tombe amoureux de cette fille qu'il a en analyse. Et il explique à Freud tout ce qui se passe. Et Freud lui dit que c'est du transfert, que c'est pas de l'amour, qu'il doit absolument renoncer à ça. Freud est toujours le gardien de la loi. Et Ferenczi obéit, analyse ce qui se passe, et termine au fond son analyse avec Freud en disant cette phrase extraordinaire: c'est terrible, c'est beaucoup mieux comme ça, bien sûr, je suis devenu raisonnable, mais l'analyse m'a normalisé. Comment caractériser Ferenczi? Il est le premier à mettre l'accent sur la relation archaïque à la mère. Il a compris quelque chose très tôt, c'est qu'il y avait des patients pour lesquels un soutien de type maternel qui aurait manqué dans l'enfance, il faut que des patients le retrouvent dans la cure. C'est ça son idée. Donc, il pense que le lieu analytique doit être, enfin la séance, on doit pouvoir embrasser les patients, les toucher, leur dire des gentillesses, accepter leurs cadeaux. Et ça, évidemment, Freud s'y oppose. Et donc, c'est ça, Ferenczi. C'est l'inventivité clinique permanente. Budapest, le 6 janvier 1910. Cher monsieur le professeur, il me semble que je suis comme ce vieil ingénieur des chemins de fer de ma connaissance qui s'arrête devant une locomotive immobilisée sur la voie et s'écrie avec une admiration naïve: c'est tout de même une belle invention. Depuis des années, je m'occupe du matin au soir de psychanalyse. Je suis un tâcheron de cette méthode. C'est mon métier et mon pain quotidien. Et pourtant, il ne se passe pas du jour sans que je doive m'arrêter en plein travail pour admirer les progrès incroyables de la connaissance de l'humanité, malade et bien portante. C'est tout de même une belle invention. Pendant 25 ans, ces deux hommes vont s'écrire plus de 3000 lettres. C'est une des plus belles correspondances dans l'histoire de la psychanalyse. Cher ami, ma crampe de l'écrivain est en nette amélioration. Suite à votre impressionnante sommation de m'accorder du repos, j'ai pris un nouveau patient d'Odessa. Un Russe très riche, souffrant de sentiments de compulsion, mais je suis plus efficace que jamais. Sergei Konstantinovitch Pankeev. Ce jeune homme russe de 23 ans est atteint de troubles psychiques graves. Les membres de sa famille ressemblent aux personnages des romans de Dostoïevski. Son père était mélancolique, sa mère obsédée par des maladies, sa sœur s'était suicidée et deux de ses oncles étaient atteints de folie. Quand il arrive à Vienne pour être analysé par Freud, il a déjà vu plusieurs grands psychiatres de l'époque. Il va très mal et Freud lui dit cette phrase absolument extraordinaire. Il raconte tout son périple, les sanatoriums, les cliniques. Et Freud lui dit on a cherché les raisons de votre malaise dans un pot de chambre. Alors maintenant, on va les chercher en vous. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire on n'a rien fait. Kommen Sie. Strecken Sie sich bequem aus. Reden Sie. Lassen Sie sich einfach reden. Je rêvais qu'il faisait nuit et que j'étais couché dans mon lit. Tout à coup, la fenêtre s'ouvre d'elle-même et à ma grande terreur, je vois que sur le grand noyer en face de ma fenêtre, plusieurs loups blancs sont assis. Il y en avait 6 ou 7. Les loups étaient tout blancs et ressemblaient plutôt à des renards. En proie à une grande terreur, évidemment d'être mangé par les loups,
Je criais et m'éveillais. Et à partir de l'interprétation de ces rêves, Freud va identifier l'origine de son trouble sexuel et de sa terreur de la sexualité à partir d'une scène traumatique qu'il aurait vue dans son enfance, c'est-à-dire ses parents faisant au fond l'amour bestialement comme des loups. Au fur et à mesure de l'analyse, Freud reconstruit toute l'histoire de ce jeune homme et la publie sous le titre « À partir de l'histoire d'une névrose infantile ». Analysé plus tard par un élève de Freud qui le surnomme l'homme au loup, Pankeïev s'identifie à son cas. Il devient à la lettre l'homme au loup. Ruiné par la Révolution d'Octobre, il s'installe à Vienne, où Freud mobilise les siens pour lui venir en aide financièrement. Toute sa vie, l'homme au loup sera pris en charge par le mouvement psychanalytique et soigné par les héritiers du maître. Il ne sera pas guéri de ses symptômes, mais transformé par sa longue expérience de la psychanalyse. L'idée d'incurabilité et de curabilité habite tout le domaine de la psychiatrie et des maladies psychiques, beaucoup plus que la médecine, parce que c'est vrai qu'en médecine, on arrive à des guérisons des maladies. On arrive à guérir des maladies en médecine, mais dès qu'on a guéri une maladie, il y en a une nouvelle qui ressurgit. Évidemment, ce n'est pas la même. On n'a plus de syphilis, mais on a le sida. Quand on n'aura plus le sida, il y aura autre chose. C'est-à-dire, la maladie, depuis Bichat, comme l'a démontré Bichat, c'est comme la mort. Ça fait partie du corps biologique. Il y aura toujours des maladies et il y aura toujours une médecine pour essayer de les soigner. Eh bien, la psychanalyse, c'est la même chose. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a guéri l'hystérie des années 1880. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les gens, au lieu d'être hystériques, sont devenus dépressifs. C'est-à-dire, les symptômes changent, les maladies changent au fur et à mesure qu'on invente les techniques pour les guérir. Mais on ne vient jamais à bout de rien. Ça, c'est valable en médecine et c'est valable en analyse. Cher monsieur le professeur, c'est seulement par la psychanalyse que d'enfant je suis devenu homme. C'est seulement depuis qu'elle me gouverne que je peux mieux subordonner le principe de plaisir au principe de réalité, mieux réfréner l'absurde gaspillage d'affect. Je me suis à peu près réconcilié avec l'idée de la mort et de la maladie. J'ai appris à traiter et à considérer les humains comme des malades et je ne leur tiens pas rigueur de leur méchanceté, c'est qu'ils n'y peuvent rien. Je réfrène les rêveries ambitieuses en les ramenant à leurs racines infantiles. Votre dévoué Ferenczi. En 1910, les séances de la Société du mercredi sont transférées de l'appartement de Freud à un collège des docteurs. La fièvre des commencements se dissipe. L'académie succède au banquet. 1910, c'est aussi l'année où Freud fonde l'Association psychanalytique internationale et demande à Jung d'en assurer la direction. Le congrès de Weimar de 1911 réunit tous les ténors du mouvement psychanalytique international. Jung en est le président malgré des désaccords de plus en plus manifestes. 2 ans plus tard, ce sera la rupture avec Freud. Un autre homme entre alors en scène qui comptera dans l'expansion du mouvement. Ernest Jones, un médecin anglais né au pays de Galles. And what struck me most of all about it was what an extraordinary man he must be, because he seemed to listen to his patients. And I'd never heard of anybody listening to his patients before. They always tested their knee jerks, that sort of thing, but they didn't listen to what they had to say. And here's a man who listened patiently. Well, that took my fancy very much. According to John's autobiography and to what I actually have found out, John started to become interested in psychoanalysis around 1906. And together with his friend Trotter, they started reading Freud. He knew a bit of German, and then he became acquainted with German later on. Therefore, psychoanalysis started to circulate in England quite early on. Ernest Jones participe à la traduction anglaise de l'œuvre de Freud. En 1911, il fonde l'Association américaine de psychanalyse
et en 1919 la Société britannique de psychanalyse. He had a great spirit of tolerance, of open-mindedness, anti-dogmatism. And that's the reason why he could actually allow various schools or various trends at one moment to come in Great Britain. And that is a typical attitude of the, let's say, the empirical approach of British culture at its best. But it's interesting, for instance, that the British society from the beginning was full of non-medical people. La Fitzroy Taverne à Londres était le lieu de rencontre des intellectuels anglais non conformistes. C'est autour de Virginia Woolf et de son mari, Leonard Woolf, que se crée le groupe de Bloomsbury. Parmi ces intellectuels, James Strachey s'oriente vers la psychanalyse. Sur les conseils de Jones, James et sa femme Alix se rendent à Vienne pour se faire analyser par Freud. Ils deviennent des praticiens et consacreront leur vie à traduire l'œuvre complète de Freud. And they helped, of course, psychoanalysis to circulate in the Anglo-American world, because at one moment, of course, James, being so friendly with Virginia Woolf and Leonard Woolf, contacted the newborn Hogarth Press and managed to create this link between the Hogarth Press and the British Psychoanalytical Society, so that the Hogarth Press became, in some way, the publisher of Freud and of psychoanalytic works in England. Jones sera le grand organisateur du mouvement, l'homme politique du freudisme, le gardien de la doctrine, et plus tard, face aux États-Unis, celui qui assurera à l'école anglaise une place prééminente. À ce congrès, Freud rencontre pour la première fois Lou Andrea Salomé. Écrivain de langue allemande, né à Saint-Pétersbourg, elle séduit Freud par la vivacité de son esprit, sa chaleureuse humanité, sa beauté. C'est le début d'une longue amitié. Elle est à la recherche, au fond, de la modernité et de qu'est-ce que c'est que l'être humain quand Dieu est en train de mourir. Et quand on est replié sur la figure de soi-même. Et par ailleurs, c'est dans sa vie qu'elle veut réaliser les grandes passions. Et Lou va toujours vers ce qu'il y a de plus intéressant sur le plan intellectuel. Elle rencontre Nietzsche quand elle est toute jeune. Et Nietzsche tombe éperdument amoureux d'elle. Et bien sûr, elle ne devient pas sa maîtresse. C'est pas du tout ça qui l'intéresse. Et elle décide pendant un certain temps de vivre avec les hommes dans des amitiés platoniques, de façon à recréer elle aussi une sorte de banquet platonicien des idées. Et quand elle arrive à Vienne, c'est avec la ferme intention de s'initier à la psychanalyse. Elle a trouvé dans la psychanalyse, au fond, la doctrine qu'elle cherchait. Et à partir du moment où elle va rencontrer la psychanalyse, elle devient psychanalyste et elle cesse d'écrire des romans. Entre Lou et Freud se noue une relation privilégiée faite de confidences intimes et d'amour réciproque. Il a pour elle une véritable admiration et la regarde comme son alter ego. Admise dans le cercle des intimes et reçue avec ferveur à la Société du mercredi, elle s'établit ensuite à Göttingen où elle pratique la psychanalyse tout en échangeant avec Freud une belle correspondance. Cher Lou, vous m'avez manqué hier soir à la séance. J'ai pris la mauvaise habitude de toujours adresser ma conférence à une certaine personne de mon cercle d'auditeurs et ne cessais hier de fixer comme fasciné la place vide que l'on vous avait réservée. Le 28 juin 1914. Cher ami, je vous écris sous le coup de l'assassinat surprenant de Sarajevo, dont les conséquences sont tout à fait imprévisibles. Il me semble bien que la participation personnelle tienne ici peu de place. 2 mois plus tard éclate la Première Guerre mondiale. Comme des millions d'hommes, Freud ne croit pas à la durée de ce conflit. Il se sent solidaire du destin de son pays. Passé le temps des illusions, il exprime son pessimisme dans une lettre à Lou Andrea Salomé. L'humanité, je n'en doute pas, se remettra même de cette guerre, mais je suis certain que ni moi ni mes contemporains, nous ne retrouverons un monde heureux. Tout est trop horrible.
Et ce qu'il y a de plus triste, c'est que tout arrive comme la psychanalyse aurait pu le prévoir, d'après sa connaissance de l'homme et de son comportement. En novembre 1916, l'empereur François-Joseph s'éteint après 68 ans de règne. Cette mort annonce la chute des Habsbourg et de l'Empire austro-hongrois. Vienne cessa d'être le centre du mouvement freudien pour devenir une ville du passé où demeurait encore le père fondateur. Une certaine idée de la psychanalyse, nocturne et subversive, s'effaçait avec la fin d'un monde dont elle avait elle-même rêvé la fin. No Ano Internacional dos Oceanos, o GNT mergulha fundo numa superprodução. Planeta Oceano. Em setembro, no GNT. No início do século, o homem buscava a aventura de explorar o mundo. Um grande desafio que começou a ser vencido rapidamente. Nosso século foi marcado por enormes conquistas, mas inúmeras vezes fomos lembrados do insuperável poder da natureza. Tanta ambição colocou em risco o equilíbrio ecológico do planeta e ameaça a sobrevivência da espécie humana. This Century, neste domingo, meia-noite, no GNT. Au moment où éclate la Première Guerre mondiale, Freud a élaboré une partie essentielle de sa doctrine. Combattant le nihilisme thérapeutique de la fin du siècle, il a montré le rôle majeur de la sexualité dans la genèse des névroses. Devenu un savant reconnu, il s'est brouillé avec ses amis de la première heure. Joseph Breuer, Wilhelm Fliess, puis avec l'un de ses précieux partisans, Carl Gustav Jung. Entouré de ses disciples les plus fidèles, Sándor Ferenczi, Ernest Jones, Karl Abraham, il fonde en 1910 le mouvement psychanalytique international qui va conquérir le monde. Il vit à Vienne avec ses 6 enfants et 2 femmes qui veillent sur lui. Martha, son épouse, qui ne s'intéresse guère à la psychanalyse, et Mina, la sœur de celle-ci, qui au contraire l'accompagne dans ses recherches. Au début du conflit, Freud est pris d'un accès de patriotisme de courte durée. Il vit cette guerre comme une épreuve interminable, une violente et irrémédiable cassure. Et il s'inquiète pour ses fils envoyés au front. Il a peu de patience, mais il poursuit son œuvre et donne des conférences à l'université de Vienne devant un public de plus en plus important.
La guerre relance le débat sur l'origine traumatique des maladies nerveuses. Les psychiatres sont sollicités par les hiérarchies militaires pour dépister les simulateurs qui cherchent à fuir les combats. Ils utilisent des traitements électriques ou hypnotiques pour guérir les paralysies et les terreurs causées par le feu des grenades et des canons. Les soldats traumatisés sont souvent remis sur pied en une semaine, comme ce soldat anglais, pour être renvoyé au front et parfois à la mort. Après la Première Guerre mondiale, le paysage de la psychanalyse se transforme. Les écrivains et les intellectuels viennois ont l'impression d'avoir perdu leur identité. Les conditions de vie après la guerre sont terribles. Freud consacre une large part de ses activités à sa propre survie. Nous sommes tous devenus des mendiants affamés, mais vous ne m'entendrez pas me plaindre. Je suis un homme debout et je ne me tiens en rien responsable des folies du monde. La défaite des empires centraux annonce l'insurrection hongroise. En mars 1919, Béla Kun proclame la République des Conseils et crée à Budapest pour la première fois au monde une chaire d'enseignement de la psychanalyse. Sándor Ferenczi est nommé à ce poste. 4 mois plus tard, la commune est réprimée dans le sang par les troupes de l'amiral Horthy, dictateur fasciste. Les psychanalystes prennent la route de l'exil et s'installent à Berlin. Durant les premières années de la République de Weimar, Berlin, où existe déjà une forte tradition psychiatrique, devient un laboratoire pour l'essor de la psychanalyse. La capitale allemande accueille l'avant-garde du mouvement psychanalytique mondial. ...1920 wurde das Berliner Psychoanalytische Institut gegründet. Max Eitingon war der Besitzer, würde man sagen. Er hat es finanziert und hat es zusammen mit einer Poliklinik, die 1920 dann errichtet wurde, zu einer Ausbildungsstätte werden lassen, die dann auch ja, durch die erzwungene Immigration vieler Analytiker während der Nazizeit überall auf der ganzen Welt eigentlich zum Modellprojekt wurde. Anfangs haben sich die Psychoanalytiker vor allem so ärmeren Bevölkerungsschichten zugewandt. Leuten, die verarmt waren und aufgrund ihrer neurotischen Entwicklung auch auf keinen grünen Zweig kamen. Und im Laufe der Zeit, also je mehr sich die Psychoanalyse so herumgesprochen hatte, desto mehr Zustrom bekam sie auch von Intellektuellen. Premier institut de formation du monde, la Polyclinique de Berlin va rayonner pendant plusieurs années. Les patients payent leur cure en fonction de leurs revenus et chaque thérapeute est obligé de mener au moins une cure gratuite. Cet engagement social offre de nouvelles perspectives au freudisme. Les candidats formés à la Polyclinique admirent Karl Abraham, premier médecin à avoir exercé la psychanalyse à Berlin dès 1907. Il est la figure orthodoxe du mouvement. Karl Abraham es muss wirklich eine sehr imponierende Gestalt gewesen sein. Er hat so als erster die Psychoanalyse ja in Berlin eingeführt und auch in verschiedenen Vorträgen auch gegen die schlimmsten, abfälligsten Bemerkungen immer wieder verteidigt. Von Freud wird er als Roche de Bronze bezeichnet. Und er hat, was ich doch sehr eindrucksvoll finde, es ist nicht nur seine Originalität im Denken und in der Theorie, sondern auch seine Fähigkeit, eine Gruppe von Schülern, die aber nicht hörig sind, in höriger Abhängigkeit zu ihm standen, um sich herum zu sammeln und gleichzeitig auch eine
wirklich ein loyaler Kontrapunkt zu Freud zu sein. War nicht in allen Dingen Freuds Meinung und Freud respektierte das. Parmi les nombreux élèves qu'il a formés, l'une va devenir célèbre, Mélanie Klein. Née à Vienne, en 1882, dans une famille juive, elle se marie très jeune et se rend à Budapest, où elle découvre l'œuvre de Freud. Her first analyst was Ferenczi, who actually understood Klein's geniality, and was Ferenczi who actually suggested that they should get interested in analyzing children. And then later on, due again to her personal circumstances, she went to Berlin and she met Abraham there, Karl Abraham, and started an analysis with him. There is a letter that Abraham writes to Freud where he describes the work that Melanie Klein was doing with very small children. And again, it's Abraham who says, well, the future of psychoanalysis will pass through Melanie Klein. What she's doing is something so new. Mélanie Klein s'écarte de la doctrine freudienne classique en mettant l'accent sur les relations archaïques de l'enfant à la mère. Sa plus grande rivale sera Anna, la plus jeune des filles de Freud, la seule à s'engager dans la psychanalyse après avoir été analysée par son père. Well, you know, Freud had certain rules about psychoanalysis, yes, and he published these rules in these famous papers on technique. And one rule was you do not analyze anybody who's close to you, like a friend. The idea is that the ideal is to analyze a stranger. It seems as though Freud did not read Freud, you know, because he analyzed his own daughter from 1918 on, which is, from a technical point of view, simply terrible. The two of them were virtually merged. I mean, once Freud discovered that she was brilliant, totally loyal, really indifferent to other men, and that she really, the man in her life was her father, and the woman in his life became his daughter. She became simply his alter ego. Antigone de la famille, Anna voit son père une passion démesurée. Elle est à la fois sa disciple la plus fidèle, sa confidente la plus proche et son infirmière la plus dévouée. Elle deviendra un chef d'école et l'amie de tous les Viennois exilés dans le monde. En 1920, Freud est frappé par la mort soudaine d'une autre de ses filles, Sophie, sa chère, éblouissante Sophie, emportée par une épidémie de grippe. Toute vie tend vers la mort. Freud développe un nouveau dualisme, la pulsion de vie et la pulsion de mort. Ces deux forces élémentaires s'affrontent pour l'éternité. Son livre, Au-delà du principe de plaisir, reprend le thème de la mort et inaugure le remaniement de sa conception de l'appareil psychique. And then 3 years later, he goes on to develop the idea that the mind is divided not only by the drives, life against death, sexuality against aggression, but also almost, if you wish, a geographic division, which you can't quite find, as it were. He draws a little diagram. But the id, which is essentially inaccessible directly, it's, as it were, so deeply buried that the only way in which you can get at it is indirectly, by mistakes, by dreams, by symptoms, and so on, which show something bubbling up inside. The ego, which is the id, of course, is totally unconscious. The ego, which is partly unconscious, partly conscious, and the superego, which is also partly conscious, partly unconscious. Now, the superego can be called simply, if you want, the conscience, although it's a little more complicated than that, but it has some similarities. And the ego is, in a way, the part of the mind which deals with mastery of the world. It's in relation to outside forces. It acts on them. It receives them. It reinterprets them. It organizes the mind. But it is also partly unconscious. So it's not simply
what we might call reasonable thinking, although that's part of it. And this division then serves to underscore the fact that mental conflict, which he has always been interested in, that mental conflict is simply everywhere. Because these three agencies, let's say, the id, ego, superego, are very rarely completely at peace with each other. And what you can get is a kind of suspension of hostilities, a truce, but much of the time, let us say, the superego will attack you. It is mostly, if not always, but mostly negative, punitive, is itself a source of feelings of guilt, and so on. Now, this is actually, it turned out, I think, that this idea, plus the idea of the two fundamental forces, which are in opposition to one another, turned out to explain much more about mental operations than before. So in that sense, it's a real gain in clarity. Ces nouvelles théories ne sont pas facilement acceptées par les disciples. Mais les candidats qui veulent se faire analyser par Freud pour devenir psychanalystes sont de plus en plus nombreux. La plupart d'entre eux viennent des États-Unis. Ils cherchent à saisir le sens de la pratique analytique à travers une cure personnelle. Les Américains, à partir des années 1910 et jusqu'en 1925, s'enthousiasment pour la psychanalyse. Parce que pour eux, c'est une thérapie du bonheur. Ils sont à leur façon très créatifs, les Américains. Il ne faut pas faire de l'anti-américanisme primaire, comme Freud l'a fait. Freud a dit, la psychanalyse va aux Américains comme une chemise blanche à un corbeau, je crois. C'est sa phrase. Donc il les détestait. Il les détestait, on comprend pourquoi. Parce que quand ils ont commencé à venir se faire analyser à Vienne, en 1919, 1920 et jusqu'en 1930, pour cet esprit complexe, viennois, européen, qu'était Freud, habité par la mort, habité par des paysages, quoi qu'il en dise, je ne sais pas, de l'esthétisme de la Renaissance, de toute la culture classique. Eh bien, qu'est-ce qu'ils voyaient arriver? Des puritains qui avaient envie que les gens soient heureux. Rien n'est plus étranger à Freud que ce genre d'histoire. Freud cherche à disséquer l'âme humaine. Il est l'héritier du romantisme d'un côté. Et quand il est clinicien, il cherche à guérir, il ne cherche pas à adapter. C'est deux choses différentes. Il cherche à ce que quelqu'un comprenne ses symptômes, non pas aille mieux, se comprenne. C'est à la gare de Vienne, en 1921, que plusieurs Américains et quelques Anglais arrivent pour rencontrer le maître. L'un d'entre eux, Abraham Gardiner, psychanalyste et anthropologue, se souvient. I mean, Freud came down to meet his new analyst and No. He was coming home from his vacation. And we met him at the railroad station. Let's see. And it was a very cold day. It was only September 25th, but he was dressed up in a fur coat and a slouch hat. And I was rather disappointed because I expected a more imposing-looking man. He was rather short. He was? Yes. He wasn't tall. He was only about 5'6", I would say. And not terribly imposing, extremely friendly, and very glad to see me, and... Did he speak English? Perfect. Perfect. And I was analyzed in English. $10 a session. Oh, that was a fabulous fee. Yeah. That was an enormous fee, considering that the dollar brought 3,300 crowns. So that meant 3,300 crowns times 10. That's 33,000 crowns. Imagine what that was if a good meal in Vienna cost 75 crowns. He was an extremely penetrating in his insights, by the way. This man was uncanny in his insights. But it was all draped around the Oedipus complex. He referred occasionally, he'd say, well, of course, this is an anal erotic thing and this is an oral erotic. But he wasn't systematic about it. Il est de nouveau frappé par un deuil. Son petit-fils préféré, Heinz, le fils de Sophie, meurt en 1923. Je supporte très mal cette perte. Je crois n'avoir jamais éprouvé un tel chagrin. Tout m'est devenu indifférent.
Cette même année, son médecin détecte une tumeur cancéreuse à la mâchoire. Pendant quelque temps, il cache la vérité à Freud. Ernest Jones, son biographe et ami, fut le témoin des souffrances qu'il a endurées. It went on for 16 years. He had 23 operations in that time, major operations, with all sorts of things being done in between in the way of radium or X-rays or diathermy or different things to torture him, you may say, and manufacturing complicated dentures. Well, he was really never free of discomfort and mostly of pain. 16 years, which he bore with exemplary fortitude, resignation, quietness. I only once in all that time ever heard him complaining. And that was when he was really, it was almost unbearable. And he said, this is really unnecessary. Berlin 1925. Karl Abraham meurt brutalement à 48 ans. Cette mort prématurée est ressentie comme un véritable désastre par les pionniers du freudisme. Berlin a perdu un maître et ceux qui la formaient sont désorientés. Mélanie Klein quitte l'Allemagne et se rend à Londres à l'invitation d'Ernest Jones pour y donner une série de conférences sur son approche analytique. Elle est la première à analyser de très jeunes enfants pour essayer de comprendre l'origine des psychoses. Ces théories emportent l'adhésion des praticiens anglais. Her own ideas were practically that there was an original, although very primitive, relationship between the baby and its own environment, first of all with the mother, but as she called it, as a partial object, as a breast, as a piece of her body and so on, which gradually developed and became then more and more coherent. But what she was claiming is that according to her, the idea of a primary narcissism, i.e. a non-relationship between the baby and the mother, was something that she could not accept. That since the beginning of the life, there was some sort of awareness in the baby of the existence of somebody outside him that was not him. Fraction of seconds sometime, then the baby got back to his delusion or illusion that he was fused with the breast of the mother. But according to Melanie Klein, this is a fundamental structural characteristic of our life. It's a very, in some way, tragic vision. Pour Mélanie Klein, la naissance est une séparation douloureuse que l'enfant devra supporter en construisant son propre univers fantasmatique composé d'objets bons ou mauvais, d'amour, de haine, d'envie. Elle est la première à développer une technique de jeu qui permet d'accéder à l'inconscient des enfants de 2 à 3 ans. En observant la manière qu'a l'enfant de jouer, elle déchiffre ses fantasmes et tente de saisir l'origine des psychoses infantiles. À mesure qu'elle élabore son système, elle en vient à situer le complexe d'Oedipe dès la première année, et non vers 2 ou 3 ans comme l'avait supposé Freud. If one wants to have an idea in visual terms or in cultural terms of what Melanie Klein was trying to describe with her notions of unconscious fantasies, one could maybe use some experience related to contemporary art in general. One could be really Max Ernst. Think of the forests of Max Ernst. When you get near and what you see, these monsters. Max Ernst, André Breton, Salvador Dali, les surréalistes s'emparent des idées de la psychanalyse. Pour eux, elle est une expérience subversive qui révèle à l'homme sa vraie réalité. Le monde du rêve et de la folie, de l'invention et de l'altérité.
Freud a été, je crois, très effrayé lorsqu'il a rencontré Breton, Salvador Dali encore plus. Pour lui, manifestement, c'était des énergumènes qui utilisaient sa théorie sans l'avoir bien comprise et qui étaient plus du côté de la bouffonnerie ou de la dérision que du côté d'une démarche littéraire ou artistique valide. Encore une fois, Freud est quelqu'un qui reste fidèle à une esthétique très classique et, si je puis dire, goethéenne, d'ordre et de clarté et de lucidité. C'est un homme des Lumières. Donc la déraison surréaliste mise en œuvre lui paraît une aberration totale. Les surréalistes célèbrent la beauté convulsive de la femme hystérique. Elle est à leurs yeux la nouvelle esthétique des temps modernes, comme l'extase mystique des femmes. Le Paris des années 20 a changé de visage. Les rues sont pleines de bruit, les cafés regorgent de lumière. C'est le début des années folles. Les femmes ont raccourci leurs robes et coupé leurs cheveux. Partout éclate un nouveau style de modernité. La psychanalyse fait son entrée avec retard dans le monde médical français et dans les salons littéraires. Alors pourquoi est-ce que la France est en retard? Pour beaucoup de raisons qui tiennent en effet à la caractéristique du savoir français. D'abord, il y a eu Pierre Janet, c'est-à-dire il y a eu donc un Freud français qui s'appelait Pierre Janet, qui était un psychologue, un des fondateurs de la psychologie clinique, de la même génération que Freud, et qui a élaboré lui aussi une théorie de l'inconscient psychologique, et qui avait au fond une célébrité presque aussi grande que Freud, et qui développait une théorie complètement aujourd'hui caduque, mais qui a rayonné pendant très longtemps. Il s'occupait aussi de malades hystériques, donc il y a une tradition déjà implantée. Il y a en outre quelque chose vraiment de très fort, c'est le pays probablement le plus germanophobe pour des tas de raisons. Deux guerres avec l'Allemagne. Donc, toute théorie qui arrive d'Allemagne est considérée comme une théorie Bosch en France. Donc ça fait obstacle. Malgré ces résistances, deux groupes voient le jour en 1925 et 1926. La Société psychanalytique de Paris et l'Évolution psychiatrique. Leurs fondateurs sont plus les héros d'une aventure que les théoriciens d'une doctrine. René Alendi, Eugénie Sokolnika, Henri Codet, Sophie Morgenstern, Adrien Borel, Rudolf Loewenstein, René Laforgue, Marie Bonaparte, Georges Parcheminet, Paul Schiff et Édouard Pichon. En France, Pichon est un personnage fascinant. À l'origine, c'est un grammairien, membre de l'Action française et admirateur de Maurras. Donc, rien ne prédisposait cet homme à s'intéresser à la psychanalyse. Il faisait même partie de ceux qui étaient les adversaires de la psychanalyse. Or, c'est un de ces personnages, comme moi je les aime bien, c'est un personnage paradoxal qui va s'intéresser quand même à Freud au prix d'une distorsion personnelle extraordinaire. Pourquoi? Parce que Pichon, c'est la grammaire d'Amourette et Pichon que nous avons tous étudié dans notre enfance sans le savoir. C'est par l'intérêt qu'il porte à la langue et donc au concept et à l'idée que la langue façonne le sujet, qu'il va s'intéresser à Freud. Il veut fabriquer un mélange de grammaire freudienne et de psychanalyse française. Et il va essayer de théoriser, de donner un contenu intelligent à cette psychanalyse à la française. Alors bien entendu, je ne sais pas comment dire, pour Freud, tout ça est des aberrations françaises. Pichon, ça n'existe pas pour Freud. Un deuxième personnage, beaucoup plus complexe, c'est René Laforgue, qui est né en Alsace, et en Alsace allemande.
Donc lui a une très longue correspondance avec Freud. C'est un psychiatre, spécialiste des psychoses, et c'est lui le fondateur du mouvement psychanalytique français. C'est lui qui envoie Marie Bonaparte à Freud. Arrière-petite-nièce de l'empereur et richissime princesse de Grèce, Marie Bonaparte est obsédée par ses problèmes sexuels et dévorée par l'ennui de sa condition d'altesse royale. En 1925, elle fait la connaissance de Freud. Son analyse avec lui fera d'elle une autre femme. Freud écrira à René Laforgue. La princesse fait une très belle analyse, c'est une femme remarquable, homme pour plus de la moitié. Marie Bonaparte met sa fortune et son pouvoir au service du mouvement et traduit les œuvres du maître. Elle se rend fréquemment à Vienne et devient une amie de la famille. Vienne 1929. Freud écrit « Malaise dans la culture ». Symbole du pessimisme freudien, le livre est l'expression de la haine et de l'agressivité qui frappent l'époque. Les hommes sont maintenant parvenus si loin dans la domination des forces de la nature qu'avec l'aide de ces dernières, il leur est facile de s'exterminer les uns les autres jusqu'au dernier. Sombre présage, Freud dépose son manuscrit chez l'imprimeur en novembre 1929, juste une semaine après le Mardi Noir de Wall Street. La crise économique qui éclate avec la chute de la bourse de New York accentue la misère et la pauvreté en Europe. La République de Weimar est la plus touchée. En Allemagne, les incidents se multiplient, créant un climat de peur et d'insécurité qui profite au national-socialisme. En janvier 1933, Hitler est élu chancelier. La peste brune s'abat sur un monde qui n'a connu que peu d'années de paix. Ma langue est l'allemand, ma culture, mon œuvre sont allemandes. Je me suis considéré comme un intellectuel de culture allemande jusqu'à ce que j'ai remarqué la croissance d'un préjugé antisémite en Allemagne et en Autriche allemande. Depuis, je préfère me dire juif. Freud a toujours défini son judaïsme ou sa judéité sans définition. C'est comme les théologiens du Moyen-Âge qui ont essayé à définir Dieu par ce qu'on appelle via negationis. On ne peut pas dire ce que c'est Dieu, mais on peut dire ce que Dieu n'est pas. Alors il dit, de temps en temps, je ne suis pas juif par religion. Je ne suis pas juif par nationalisme. Je ne suis pas. Et après tout ça, par exemple dans ce préface, il dit, vous avez le droit de me demander, sans toutes ces choses, comment vous trouvez que vous êtes juif? Qu'est-ce que ça veut dire? Et sa réponse essentielle, c'est « Je ne peux pas mettre cette chose dans des mots. Peut-être un jour, la science comprendra, mais c'est une question des émotions très très profondes de solidarité avec mon peuple, solidarité et cette profondeur même atteste à l'importance de cette dimension dans ma vie. Ce que Freud veut dire,
c'est qu'il y a quelque chose de fondamental qui peut se transmettre au cours des générations, qui peut être refoulé, qui peut être sujet à l'anamnèse, toutes sortes de choses. Et que lui-même, il est héritier de cet héritage inconscient. Et pour ça, pas seulement qu'il ne veut pas se débarrasser de sa judéité, il ne peut pas. In Berlin, wie in anderen Universitätsstädten Deutschlands, wurden undeutsche und unsittliche Bücher von den Studenten eingesammelt und öffentlich verbrannt. Plus de 20 000 livres sont jetés aux flammes. Les étudiants nazis lancent leurs anathèmes. Contre l'exaltation des instincts corrupteurs d'âme, nous livrons aux flammes les écrits de Sigmund Freud. Quel progrès nous faisons. Au Moyen-Âge, on m'aurait brûlé. Aujourd'hui, on se contente de brûler mes livres. Avec ses lois raciales, le nazisme modifie violemment le paysage de la psychanalyse en Allemagne. Das Trennende waren ja dann die nationalsozialistische Rassengesetzgebung und die Hoffnung der nicht-jüdischen Analytiker bleiben zu können und unterstützt von Jones, der sich dafür einsetzte, dass die Psychoanalyse auch formal in Deutschland bleiben könnte. Und das ging auf Kosten der jüdischen Kollegen. Auf der anderen Seite muss man wirklich sehen, dass Jones also ganz großartige Hilfe denen geboten hat, die Deutschland verlassen mussten. Also er spielte da eine ganz schwer zu durchschauende Rolle. Freud ne s'oppose pas à cette politique de collaboration avec le nazisme soutenue par Jones. La quasi-totalité des praticiens juifs prennent la voie d'un grand exil américain. Parmi ceux qui ont émigré, René Spitz, Berlin, Paris, New York. Erich Fromm, Berlin, New York, Mexico. Franz Alexander, Budapest, Berlin, Chicago. Siegfried Bernfeld, Berlin, Vienne, San Francisco. Sandor Rado, Budapest, Berlin, New York. Michael Balint, Budapest, Berlin, Londres. Max Eitingon, Berlin, Jérusalem. Robert Fliss, Berlin, New York. Frida Fromm-Reichmann, Berlin, Rockville. Hélène Deutsch, Berlin, Boston. Es gab ungefähr eine kleine Gruppe von 14 Psychoanalytikern, die in Deutschland blieben, die nicht jüdisch waren. Die Führenden waren Böhm, Müller-Braunschweig, Kemper, Schulz-Henke. Ich möchte mal sagen, gemessen an den emigrierenden jüdischen Psychoanalytikern waren sie wirklich unbedeutend von dem, was sie geschrieben haben, von ihren geistigen Produkten her gesehen. Und es ist schwer zu sagen, aber ich denke, sie hatten einfach da auch eine Chance, sich der politischen Verhältnisse zu bedienen. Sie wären mit diesen jüdischen Rivalen und Konkurrenten nie auf einen grünen Zweig gekommen. La Polyclinique de Berlin devient l'Institut Göring, du nom du médiocre personnage qui la dirige, Matthias Henrik Göring, cousin du maréchal et organisateur d'une psychothérapie dite arianisée. En 1938, l'Institut Göring est placé sous la protection directe de Hitler. Parmi les freudiens qui acceptent de poursuivre leurs activités, Félix Boehm contribue à l'assimilation des homosexuels à des déviants. Karl Müller-Braunschweig défend l'utilité de la psychanalyse pour l'État national-socialiste. Werner Kemper participe au dépistage des névroses de guerre pour la Wehrmacht. L'Institut Göring se glorifie d'assurer le traitement psychanalytique gratuit de patients issus de toutes les classes sociales, à l'exception des Juifs. Die Terminologie der Psychoanalyse wurde verboten. Man durfte nicht von Ödipus, von Libido sprechen. Es gab eine strenge Sprachregelung. Also von daher muss man dann wirklich fragen, was ist denn nun noch psychoanalytisch an der
erhaltenen Psychoanalyse. Ist denn da noch was, was psychoanalytisch genannt werden kann? Vienne, 1938. Freud écrit à Jones. La situation politique semble devenir toujours plus sombre. Il n'y a probablement pas moyen d'endiguer l'invasion nazie et son cortège de malheurs pour la psychanalyse comme pour le reste. Le 11 mars 1938, les troupes allemandes envahissent l'Autriche. La violence antisémite se déchaîne. Le règne de la terreur s'installe. Un mélange de purges ordonnées par l'envahisseur et d'un déchaînement de terrorisme spontané dans la population locale. On traque les sociodémocrates et on chasse cruellement les juifs. Certains Autrichiens montrent autant de férocité que leurs maîtres nazis. Dans sa très brève chronique qu'il tient depuis 1929, Freud écrit le jour de l'Anschluss « Finis Austriae », fin de l'Autriche. Sa réputation internationale et la vigilance de ses amis lui épargnent le pire, mais ses biens sont confisqués et son appartement fouillé. Pour la dernière fois, Marie Bonaparte filme Freud dans son appartement du 19 Berggasse. Une fois encore, la caméra de la princesse se pose sur la collection des statuettes et des antiquités. Freud est triste, mais résigné, décidé à se séparer de cette ville qu'il n'aimait pas. Le passage d'Anna à la Gestapo le convainc définitivement de partir. Grâce à l'intervention de William Bullitt, ambassadeur des États-Unis en France, et à la rançon que la princesse paye aux nazis, il quitte Vienne le 4 juin 1938, accompagné de sa femme et de sa fille. Ces 4 sœurs disparaîtront dans les ténèbres de la solution finale. Dolphy et Mitzi à Theresienstadt, Paula à Malitrostinek, Rosa à Treblinka. Freud arrive le 5 juin à Paris. Il passe sa journée dans les jardins de l'hôtel particulier où Marie Bonaparte a réuni des amis. Ce jour-là, Yvette Gilbert a chanté pour lui. J'ai verts yeux et fins sourcils, le chef blond, le nez très tisse, rond menton, blanche gorgette. Dites, dites-moi, suis-je belle? Et dites-moi, suis-je belle, moi? À Londres, Freud est chaleureusement accueilli par les autorités officielles. Quelque temps après, il emménage avec sa famille au 20 Maresfield Garden. Il y passera la dernière année de sa vie. Toujours entouré de ses chères statuettes, Freud consacre tout son temps à achever son dernier ouvrage, L'homme Moïse et la religion monothéiste. Depuis longtemps, il est obsédé par la figure du prophète qui a sorti les Hébreux de la léthargie en leur imposant des lois, en leur indiquant la terre promise et en leur enseignant une nouvelle spiritualité. Freud se demande une fois de plus comment le juif est devenu juif et pourquoi il s'est attiré une haine éternelle.
Ne pouvant plus se déplacer à cause de son cancer, il demande à sa fille Anna de lire quelques passages du livre lors du congrès de psychanalyse qui se tient à Paris en juillet 1938, où sont rassemblés une dernière fois, avant le grand exil, tous les psychanalystes européens. Et ce passage, ou un des passages, raconte l'histoire traditionnelle juive du rabbin Yochanan ben Zakkai, qui vivait au temps de la destruction du Second Temple et de la dispersion des Juifs, et vivait toute la catastrophe. Mais Yochanan ben Zakkai, dans le Talmud, ne perd pas l'espoir, au contraire. Selon l'histoire traditionnelle, il demande la petite ville de Yavne, en Israël, pour ériger une école. Et dans la tradition juive, et peut-être aussi dans la réalité, c'était cette activité. Sans temple, il y a l'école. D'étudier les textes classiques, de les commenter, de faire des exégèses nouvelles qui a sauvé le judaïsme. Et il n'y a pas de question que Freud a trouvé ici dans cette histoire et veut communiquer cette histoire à l'international, que c'est une parabole pour la situation actuelle. Vienne, c'était Jérusalem dans le mouvement psychanalytique. Maintenant, même Vienne est du point de vue du mouvement est détruit. Mais pas de perdre l'espoir. Ce qui a sauvé le judaïsme sauvera aussi la psychanalyse. Le 21 septembre, Freud demande à son médecin de l'aider à mourir. Puis il ajoute « Parlez-en à Anna, si elle pense que c'est juste, alors finissons-en ». Le 23 septembre, son médecin lui injecte une dernière dose de morphine. Ce fut la sublime conclusion d'une vie sublime, écrira Stefan Zweig. L'arrivée des Viennois à Londres crée une situation complexe. Elle accentue la rivalité entre Anna Freud et Mélanie Klein à propos de l'analyse des jeunes enfants. Mais elle conduit aussi à une confrontation entre des praticiens dont les techniques, les pratiques et les mœurs ne se ressemblent pas. On appelle grande controverse les discussions menées de 1940 à 1944 par les freudiens de toute tendance réunis au sein de l'école anglaise. But besides the fight between Anna Freud and Klein as such, what is so important and so fascinating in the controversies as such is this discussion on the way in which Freud can be interpreted, or should be interpreted, or could be interpreted. Alors que les bombes allemandes déchirent le ciel, les grandes controverses se poursuivent. Puisque la guerre doit donner naissance à un monde entièrement différent de celui qu'ils ont connu, les Anglais et les exilés viennois font éclater leurs divergences sur la pratique et la formation des analystes. À la fin de la guerre, cette bataille d'Angleterre s'achève par un accord entre les différents protagonistes. From the great controversies, you can see already the three groups coming out. From one side, the Kleinians were allowed to go on with their own point of view. From another side, the Anna Freudians were allowed to
stay in the society, although immediately after the war, Anna Freud created the Hampstead clinics, in some way her own group, a bit outside of the society. But nevertheless, a lot of the Freudians worked inside the society, they trained people, and later on they created what today is called the neo-Freudian, the contemporary Freudian group. In between them, the indigenous group started to become more visible. Analysé par James Strachey, formé par Mélanie Klein, Donald Woods Winnicott devient la figure de proue du groupe des indépendants. Pédiatre, il s'intéresse essentiellement à l'environnement de l'enfant, à la manière dont s'effectue la transition entre le monde du fantasme et le monde de la réalité. En 1945, Marie Bonaparte reprend ses activités à la Société psychanalytique de Paris. Tyrannique et tournée vers le passé, elle n'occupe plus la même position face à l'émergence d'une nouvelle génération. La France va être très forte à partir de 1945 face à l'école anglaise, parce que toute l'Europe continentale est vidée des sociétés analytiques. Donc, bien entendu, à partir de 1945, ça n'existe plus en Allemagne, en Autriche, en Hongrie et dans tous les autres pays. L'Italie a été laminée, elle aussi, par le fascisme. Donc là, la France va être même le premier et le seul pays du continent à avoir une puissance psychanalytique face à l'école anglaise, face à l'école américaine. Et c'est ce qui explique qu'elle va conquérir une partie du monde latino-américain. Donc la puissance française, c'est 1945. Et avec évidemment deux grands personnages, Françoise Dolto, qui émerge à partir de 1938, et Lacan à partir de 1932. Mais leur parcours, dans l'histoire des générations mondiales de la psychanalyse, ils sont contemporains de Winnicott, donc de ce qu'on appelle la troisième génération psychanalytique, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas connu Freud. Psychiatre de formation, marqué par le surréalisme et la philosophie allemande, Jacques Lacan sera le dernier des grands interprètes de la pensée freudienne. Il fera école non seulement en France, mais en Europe et sur le continent latino-américain. Face à l'empirisme anglo-saxon et contre la tradition adaptative américaine, il redonnera à la psychanalyse son idéal de subversion perdu depuis la défaite des empires centraux. Il fera de l'inconscient un lieu de langage. Auprès de lui, Françoise Dolto, excellente clinicienne, sera une pionnière originale de l'analyse des jeunes enfants. Berlin 1945. L'Institut Göring est réduit en cendres. En Allemagne, le mouvement psychanalytique ne parvient pas à se reconstruire avec la même puissance qu'autrefois, d'autant que les héritiers de Freud cherchent à masquer leur passé de collaboration. Le déferlement du nazisme contraignit les disciples de Freud à modifier sa théorie originelle imprégnée de métaphysique et de pessimisme. Ils transformèrent la psychanalyse en une théorie américaine de l'adaptation de l'individu à la société. En devenant américains, les Freudiens d'Europe adoptèrent une nouvelle identité. Vaincus et plusieurs fois humiliés, ils voulurent s'intégrer à ce monde qui les accueillait, l'Amérique puritaine et pragmatique. Aussi inventèrent-ils de nouveaux concepts qui les renvoyaient à l'image de leur propre désir d'assimilation, d'intégration. Nés polyglottes, ils n'eurent aucun mal à parler parfaitement l'anglais. Cependant, ils conservèrent toujours l'accent de leur langue maternelle, comme signe d'une nostalgie jamais éteinte. Distressing experiences in childhood may set up patterns which in later life will produce mental conflict. Pratiquée essentiellement par des médecins, la psychanalyse américaine prônait l'idéal hygiéniste et religieux de l'homme sain dans un corps sain. Elle valorisait le culte de soi, tout en cherchant à sauver l'homme des illusions d'un narcissisme destructeur. Elle voulut éradiquer la folie, la déviance, la marginalité, la névrose quotidienne, au prix de se convertir à une thérapie du bonheur individuel au service de la libre entreprise. À partir de 1970, elle connut un véritable déclin. Trop fragile, trop empirique,
Et trop inféodée au savoir médical, elle ne put résister au puissant essor de la pharmacologie qui croyait guérir à coups de pilule la mélancolie de l'âme et les malheurs de la société. The last book that he ever wrote, the outline of psychoanalysis, which he didn't finish, lived to finish, and the outline of psychoanalysis, Freud writes, and most people have never gotten to this point, that the time may come, he said, when the psychoanalytic therapy, the couch and all that, will be supplanted by something else. And the day may come when there will be medication which will not just make you feel better, like having, you know, a bottle of wine, but really make a genuine change in your mind. And this may come. And when it comes, then perhaps psychoanalysis, which is expensive and slow and lasts long, will be supplanted by this new technique. But even if Freud is right in this speculation, I will still think that what he says about human nature at work, which is incomplete the way he puts it, is still, you know, the best way to look at it, absolutely. Aujourd'hui, la psychanalyse a perdu ses maîtres et ses disciples de la période héroïque. Mais elle s'est implantée dans tous les pays démocratiques de la planète. Née de la philosophie des Lumières, du romantisme et de la contestation du nihilisme thérapeutique, elle a su se mettre à l'écoute du malaise collectif et de la souffrance individuelle. Et pourtant, elle est toujours en butte à de nouvelles attaques. Contestée par les adeptes d'un retour aux formes primitives de psychothérapie, d'hypnose ou de magie, et par les tenants d'une explication purement mécanique du corps et de l'esprit, elle a cependant été adoptée par plus de 25 000 praticiens dans le monde et par des milliers de patients. C'est à eux, à ces praticiens anonymes et à leurs patients que ce film est dédié. Car c'est eux qui réinventent au jour le jour le grand souffle de l'utopie freudienne.